Bonjour. Au départ, j'avais l'intention de vous montrer des documents de 2021 sur un objet immobile dans mon ciel. Très vite, je me suis aperçu que ce reportage se centrait sur une étude du parallaxe dans la compréhension de l'analyse photographique. Bien que la connaissance de ce phénomène visuel est important, je déviais de l'objectif premier, celui de comprendre ce que sont ces objets. Mes reportages sont dédiés en général aux ufologues, qui connaissent bien ce qu'est le parallaxe. C'est un élément essentiel lors de l'enregistrement d'un témoignage. Aussi, je ne vois pas trop ce que je pourrais leur apporter de plus. Donc, pour être plus efficace, j'ai recherché sur mon bureau des prises de vue qui pourraient étoffer un peu le contenu, sans être obligé de prouver que ce que je filme ou photographie est bien un de ces objets. Là, j'ai eu la surprise de tomber sur un des documents que je n'avais pas encore classifié, et en le regardant, je me suis rendu compte que la première mouture de ce reportage ne verrait pas le jour. Faire des prises de vue de ces objets et faire des reportages en même temps est perturbant. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai fait le choix d'expliquer tout ce que j'avais emmagasiné sur mon ordinateur, en prenant la décision de suspendre temporairement les prises de vue au profit de la création de ces reportages. Ce faisant, j'ai aussi arrêté de ranger mon bureau, ce pourquoi je viens seulement de tomber sur ce dossier contenant la carte mémoire d'un de mes appareils de prise de vue. Je vous propose de me suivre maintenant à ce jour où j'ai pu assister à l'évolution, au sens propre comme au figuré, d'un de ces objets. Bien sûr, je pourrais commencer en vous montrant les 5 photos et les 2 vidéos de cet événement du 10 mars 2017, avec des images à couper le souffle et des explications rationnelles. Mais ce serait oblitérer la raison pour laquelle j'ai fait ces prises de vue, à ce moment bien précis, et comme vous allez le constater, il y a bien plusieurs histoires qui se chevauchent. Tout d'abord, montrer la situation géographique de mes prises de vue. Nous sommes à Brest, qui fait partie des points chauds ufologiquement parlant. Dans l'exclusion de survol ici en bleu, nous trouvons tout ce qui pourrait intéresser nos visiteurs. Et ce 10 mars 2017, je m'intéresse précisément à cette antenne de communication. Si je m'y intéresse, c'est que je suis certain qu'ils écoutent et voient tout ce qu'il se passe sur nos réseaux, en tournant autour de ce genre d'antenne. Cette antenne est visible depuis chez moi, et elle se trouve très exactement à 963 mètres de mon poste de prise de vue. En faisant le point manuel sur cet objet, je suis certain d'obtenir des détails que je n'obtiendrai pas en automatique. À Brest, le climat peut changer très rapidement. En 2 heures de temps, le ciel moutonneux peut devenir encombré de cirrostratus. Et à 19h28, le ciel est tellement chargé qu'il est impossible de voir le soleil, la lune ou des étoiles, au travers de cette couche nuageuse. Et pour en finir avec la possible porosité de cette couche nuageuse, voici la lune. Vous ne voyez rien? C'est normal. Et de fait, quand à 19h42 je photographie cette luminescence, il est impossible que ce soit naturel. Les 5 photos prises et la première vidéo n'ont pas de point de repère fixe pour se situer dans l'espace. Il vous faut vous fier à mon témoignage. Heureusement, la deuxième vidéo montre des points fixes, me permettant de situer précisément la position de l'objet. Cela me permet de simuler sur une photo prise de jour l'emplacement exact de l'objet. Ainsi, je peux évaluer très précisément sa situation dans le ciel, grâce à un mesureur d'angle et avec une boussole, la direction précise. Sans la présence d'objets fixes, je n'aurais pas été aussi précis. Sans toutes ces précisions, et si j'avais témoigné auprès d'un ufologue, il aurait beau jeu, à raison de dire qu'il s'agit de Vénus, parce que c'est ce que l'on voit sur le logiciel Stellarium, si l'on oublie d'adapter la réalité du cadre de prise de vue de l'appareil photographique, ici en bleu. Dernier argument, le déplacement de l'objet dans le temps est dans le sens contraire de la voûte céleste. Les photos et les vidéos tournées ce jour-là sont faites avec le Lumix GX8, et ce en mode 4K.
L'intérêt de la 4K est indéniable par la quantité d'informations enregistrées, qui permet d'obtenir des images de grande qualité. Mais le revers de la médaille, c'est le poids des images par rapport à une prise de vue classique, donc un traitement beaucoup plus long. Entre ces deux prises de vue, j'ai pris le temps de m'acheter un monopode. Le monopode m'évitera en photographie toute déformation des objets lors de l'appui sur le déclencheur. Le trépied viendra un peu plus tard. Avec le monopode, je ne suis pas bloqué, je peux balayer dans tous les sens en supprimant mes tremblements. Il est 19h27 lors de cette prise de vue, centrée sur le futur objet d'un reportage sur les communications et les ovnis, reportage qui ne verra peut-être pas le jour. Je fais donc des essais de prise de vue que je vais regarder tranquillement à l'intérieur de la maison. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse à ce moment-là. Juste après la vidéo, je vais prendre 3 photos dans différents modes pour voir les différences techniques et ce que je peux améliorer. Et comme vous pouvez le constater ici, il est évident que la prise de vue en 4K est celle qui me permet d'avoir les détails les plus fins sur un objet se trouvant à presque 1 km de moi, mais aussi les images les plus lourdes. C'est pourquoi je vais prendre à partir de 19h42 5 photos et 2 vidéos dans le mode le plus abouti de la 4K. Et on peut dire que le résultat est très étonnant. En haut, c'est l'agrandissement sans retouche. En bas, 2 retouches différentes qui, à gauche, montrent les détails cachés de l'objet et à droite, les détails de la luminescence. Maintenant, en améliorant la photo et en schématisant ce que j'observe, c'est bien une forte luminescence derrière laquelle on trouve un objet plutôt sphérique d'apparence. Comme en construction, je remarque aussi la présence de nombreuses boules qui n'ont rien à voir avec des aberrations physiques. La deuxième photo est plus troublante, car la luminosité est si forte qu'un halo fantomatique se superpose à l'objet. Les boules sont présentes autour de la structure, que je ne peux schématiser ici du fait de la trop forte luminosité. Mais le cercle jaune ici représente bien la taille de ce qu'il y se cache derrière avec des objets carrés semblant s'emboîter. La troisième photo montre que la luminosité est passée du stade plat à celui d'une forme 3D aboutie. Ici, il n'y a pas de doute. À droite, nous voyons clairement un disque d'apparence métallique sur lequel s'appuie la structure. En haut, une forme circulaire, au fond de laquelle semble se trouver un trou. En dessous, une formation baroque de sous-objets. Et la photo suivante n'apporte rien d'intéressant, la luminosité s'intensifie, rendant impossible une analyse claire de ce que je peux identifier. Je n'ai pas tiré des plans sur la comète avec si peu d'informations trouvées sur 5 photos. Aussi, je vais m'intéresser à la première vidéo. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je bouge beaucoup latéralement, du fait que je ne sais pas encore très bien me servir du monopode. Je cherche un repère visuel qui est encore trop loin du cadre de prise de vue. Les prises de vue en 4K avec cet appareil se fait à raison de 25 images secondes. Donc pour les analyser, je vais choisir uniquement les sections de prise de vue stabilisées pour éviter toutes les images floues et les bouger. Cela va de soi. Il y en a suffisamment assez pour se donner une idée de ce qu'il se passe. Je vais seulement vous montrer les images intéressantes, car expliquer 1236 images prendrait plusieurs jours et n'apporterait pas plus que ce qu'il y a à comprendre. Pour choisir les images valables, je sélectionne des portions de vidéo que je vais diffuser au ralenti, me montrant quelles images sont nettes. Même sous ce modèle de projection, en tenant compte du bouger, on se rend bien compte que l'objet se transforme. Et que juste sous lui apparaît une structure grossissante de couleur orangée. J'arrive même à voir des objets fusant de cette forme luminescente. Cette vidéo est la compilation de 5 extraits relativement stables, ce qui explique les décrochages que vous voyez maintenant. Du premier extrait, je vais capturer les images les plus claires, montrant toutes la même ressemblance.
Un plat-bord montrant l'épaisseur d'une partie de l'objet, suivi d'une partie concave, suivi d'une autre partie convexe. La luminescence montrant un 3/4 de cercle changeant plus ou moins de forme. Dans la partie convexe, nous trouvons bien un trou. Et dans toutes les images, vous trouverez bien une structure orangée. Dans la deuxième série d'images, nous retrouvons tous les éléments que je viens de noter. Il s'est légèrement tourné et laisse voir qu'une cavité rectangulaire s'est formée. Se retournant dans l'autre sens, nous pouvons constater la présence d'autres trous rectangulaires ou circulaires, comme le premier constaté. La troisième série d'images nous montre des changements dans l'élément orangé. Et en traitant juste les ombres et lumières, apparaissent des détails de ces structures, débordant largement de la luminescence, ce qui la rend de fait visible. En traitant les images de la même façon, je constate que la partie orangée est en évolution constante, et qu'il ne s'agit pas d'images fantômes ou d'aberrations graphiques. Quatrième série d'images. Les choses bougent davantage. Ça donne l'impression que la partie orangée prend le pas sur la luminescence en l'englobant. La partie supérieure est beaucoup plus claire, et dans la partie orangée un cube percé, et si vous regardez bien à gauche, de drôles d'objets d'où s'échappe de la fumée. Et dans celle-ci, on a l'impression que la lumière entre à l'intérieur, éclairant la multitude d'objets créés en l'ensemble. Cinquième et dernière série, dans laquelle je parle de boules. Ici, en jaune, les parties déjà connues comme le trou et l'épaisseur de l'objet. En rouge sont présents des ouvertures par lesquelles sortent des objets, comme en bleu, des objets sphériques parfaits. Et en vert, des objets ressemblant à des sphères miniatures. Avant d'aller plus loin, je rappelle que je connais bien le phénomène d'aberration de type granulaire, lié à la prise de vue d'un objet de grande luminosité, et j'en tiens compte dans tout ce que je vais vous montrer. Prenons cet exemple. Nous retrouvons encore une fois tous les éléments connus, avec plein de boules qui gravitent tout autour. Vous pourriez dire qu'il s'agit d'aberrations granulaires, et qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Mais ce genre d'aberration colle sur l'objet, comme nous le voyons ici. Certains sont en dehors, et la partie exposée de ces objets à la lumière brille, et le côté non exposé est noir. Donc nous avons bien affaire à des objets sortant de cette structure. Il y a aussi des boules de couleur, jaune, violine, comme ici. En passant une des images en bleu, je remarque ici en rouge que les boules noires ne sont plus visibles. En vert, que chaque éjection d'une boule provoque une déchirure de l'objet, reste un moment visible, et là où tout devrait être de couleur bleue, un filament de couleur montre le déplacement d'un sphéroïde. En reprenant la première planche, on se rend compte que l'objet ne fait pas qu'éjecter de petits objets, mais que d'autres viennent s'éclater sur l'entrée, provoquant un panache de fumée. Pour comprendre le phénomène, il aurait fallu que j'utilise une caméra à grande vitesse de capture, du genre 1000 images secondes. Et posé sur un trépied, cela va sans dire. Mais ici au ralenti de 50%, nous voyons déjà bien ce qu'il se passe. Je me console quand même avec la qualité des images, montrant une foule de détails bien réels. Ce qu'il se passe est bien visible sur cette animation. En détail, voici ce qu'il se passe. Une boule noire se dirige vers l'entrée circulaire centrale, pendant qu'à gauche, un objet remonte, et à l'intérieur du polygone, dans une sorte de fumée, deux points noirs apparaissent. La boule noire est juste à l'entrée circulaire. L'objet à gauche continue de remonter, tandis que les points noirs grossissent. La boule noire a disparu de l'entrée circulaire, l'objet à gauche continue de remonter,
Les deux points noirs se regroupent en forcissant tandis qu'apparaissent deux nouveaux objets allant chacun de leur côté. À droite, la boule grise s'est posée sur le rebord de l'entrée circulaire. À gauche, l'autre boule grise fait jonction avec les deux boules noires devant l'objet remontant. Sur cette auto-animation, c'est la structure même qui se modifie. À droite, une ouverture s'agrandit, pendant qu'une boule noire s'engage dans l'ouverture circulaire. Entre les deux, une modification structurelle est en train de se produire. La boule noire s'enfonce, tandis qu'un peu plus haut, un objet reste en stand-by. La structure à droite montre une sorte de porte émergent, tandis qu'un autre objet est expulsé à droite. Donc, voici au ralenti extrême ce que ça donne une fois enregistré les détails que je viens de vous donner. À la fin des analyses, je reviendrai vous faire une synthèse de ce qu'il y a à comprendre à mon sens. Il est temps de visionner la deuxième vidéo, prise 2 minutes après la fin de la première. Je peux enfin mettre des repères visuels parce que l'objet s'est déplacé plein sud. En 2 minutes, le ciel s'est obscurci. La nuit tombe, mettant bien en évidence la formation nuageuse. Et de fait, l'obscurité fait apparaître l'objet beaucoup plus brillant. Ici, je bouge intentionnellement la caméra sur l'axe du monopode. Aucun tremblement, juste que je filme de tous les côtés. La vidéo entière dure presque 3 minutes, et je vais là aussi choisir plusieurs séquences où je ne bouge pas pour analyser les images. Bon, ça scintille un peu à l'écran, alors que visuellement, non. La deuxième vidéo dure presque 3 minutes. Je vais extraire les séries les plus intéressantes. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à retenir d'essentiel. Il est évident qu'entre les deux prises de vue, j'ai loupé la transformation finale. Du moins, c'est ce que je croyais. En agrandissant les prises de vue, on se rend compte que la partie inférieure est toujours en modification permanente. Sur cette troisième prise, la luminosité est vraiment forte et englobe presque totalement l'objet. Et de fait, nous avons bien l'impression que l'objet dans sa globalité serait sphérique. Mais il faut toujours se méfier de ses premières impressions, et qu'en fait il ne le serait pas constamment. Sur les 4260 images de la vidéo, je vais garder les 326 images qui ne présentent aucun bouger, et vous présenter ce qu'il y a à retenir globalement. Bon, ça... Sur cette série d'images, nous voyons bien des objets solides apparaître et s'incruster dans la structure. Mais aussi des objets sphériques entrant et sortant de cette structure. Pour mieux détailler les différentes parties, je vais juste enlever la forte luminosité de l'objet, faisant apparaître des détails que je n'avais pas vus jusque-là. Deux images à la suite montrent les détails changeants de l'objet dans son ensemble. Par exemple, un cylindre englobé dans un tube translucide. Avec des parallélépipèdes à la base. Dans l'image suivante, le cylindre s'est arrondi alors que le tube translucide a disparu, mais qu'un tube apparaît juste au-dessus s'enfonçant dans la structure. Image suivante, à l'emplacement du cylindre et des parallélépipèdes, l'ensemble se modifie en une structure aboutie. Tout du long de ce cycle, je remarque la présence de ces deux boules, sans que je puisse en tirer une conclusion. Il est impossible de montrer les détails de chaque image en même temps, car ça deviendrait le fouillis que l'on voit ici. C'est pourquoi je vous montre les artefacts identiques sur l'ensemble des images, groupe par groupe, les trous, les boules, les objets solides, les incompréhensions, les distorsions, les fumées et les mouvements. Mais je me rends compte très vite, par exemple sur cette animation, que le rendu des images ne sont pas à la hauteur de mes attentes.
Les mêmes interactions dans la première vidéo sont plus perceptibles du fait de la moindre luminosité. Par exemple, ici nous voyons une bille en jaune et une boule en orange. La bille monte pendant que la boule descend, devenant translucide, laissant apparaître une autre bille. Un cube percé de trous monte à la rencontre de la bille bien visible maintenant. Voici en animation ce que ça donne. Je fais des allers-retours pour bien montrer les déplacements des objets. Ce n'est qu'un exemple parmi des centaines observables. Il est évident que sur la première vidéo, nous voyons bien mieux l'origine et la destination de chaque objet. J'ai cherché comment expliquer ce que font ces boules, et je trouve que cette pareidolie, si c'en est une, le montre bien. En comparant les deux vidéos, la partie haute est identique, il n'y a que le bas qui se modifie au fur et à mesure. Et quand on observe attentivement les déformations de l'objet, on voit bien qu'il y a le même ordre de séquence de déformation. Ce que vous voyez maintenant, c'est 2 secondes de vidéo, image par image. À la fin de ce reportage, vous verrez ce qu'il y a d'essentiel à retenir. Mais vous pouvez déjà vous faire une idée précise en tenant compte qu'il aurait fallu avoir une caméra permettant de créer un ralenti pour vraiment tout voir. Vous remarquerez les déformations de la structure au fur et à mesure. Les boules entrantes et sortantes. Mais aussi le bas de l'objet bien structuré par moments. Alors c'est vrai que la structure est intéressante dans un sens, mais comme elle change de forme constamment, ça ne m'avance pas dans mes recherches. Et de toutes les images intrigantes, c'est bien celle-ci, car elle est claire et montre quelque chose d'étonnant. Non, ce n'est pas le cylindre à l'intérieur du tube. Comme celle-ci, où au sommet de l'objet s'échappe un panache de quelque chose. En fait, sur la plupart des images, je remarque que ce qui se trouve de la partie brillante est déjà dans l'objet en arrière-plan. Et ici, c'est encore plus frappant. Mais il y a plus fort que ça. Quelle que soit l'image choisie, je retrouve ce doublon bien réel. Mais surtout, en haut je vois de 3 quarts haut, en bas de 3 quarts bas, à gauche et à droite de 3 quarts latéral. Honnêtement, c'est intriguant, autant que passionnant. Il ne me reste plus qu'à tenter d'expliquer cette transformation. Depuis le début de cette aventure, j'ai tous les éléments de ce puzzle, mais je ne voulais pas ouvrir les yeux. Pour comprendre comment fonctionnent ces objets, il m'a fallu mettre de côté tout ce que j'ai appris depuis que je les étudie, et tout reprendre depuis le début de cette aventure. Alors, suivez-moi, je vais tout vous montrer. Pour que vous ne décrochiez pas tout de suite en pensant que je raconte n'importe quoi et que j'interprète ce que j'ai envie par rapport à mes prises de vue, je vous présente le concept d'exploration spatiale de NASA appelé Probe. Il s'agit, grâce à un lanceur, de déposer un alunisseur sur Europe. L'alunisseur lâchera un tunnelier qui percera la glace, et une fois dans l'élément liquide, des sondes de forme triangulaire exploreront l'environnement à la recherche de la vie. Les résultats obtenus seront collectés jusqu'au lanceur et transmis jusqu'à la Terre. Maintenant, il suffit de comprendre qu'une civilisation en avance de quelques millénaires font exactement la même chose avec nous, mais avec des outils plus intelligents, plus performants et plus rapides.
Si vous remplacez les objets d'exploration terrienne par les objets inconnus de toute forme répertoriés par les témoins du monde entier, alors vous n'avez pas face à vous de la science-fiction, mais bien de la réalité. Tout ce que je vais vous proposer ici sont à partir de photos et d'images que vous avez déjà vues dans d'autres reportages, mais aussi certaines inédites, dans lesquelles je reviendrai dans d'autres reportages à venir. Nous sommes le 18 avril 2020. Je me sers de deux appareils bien distincts afin de filmer et photographier le même phénomène lumineux depuis chez moi. Pour ne pas surcharger ce reportage, je vais vous montrer par groupe de photos ce qu'il y a à retenir. Dans cette série de photos agrandies, nous retrouvons bien le même objet que celui présenté au début de ce reportage. Elles ont tout en commun le fait que l'on peut voir de tous les côtés de l'objet en un seul visuel. La même étrangeté quand brusquement il se met à gonfler. Je sens que vous allez me dire qu'il s'agit d'une défocalisation. Oui, mais voilà quelque chose d'étrange qui infirme cette supposition. À droite, c'est ce qui se trouve en périphérie du grand disque, et comme vous pouvez le voir, c'est d'une grande netteté. Et pour comprendre ce phénomène, il me faut me référer à cette prise de vue du 2 septembre 2018, où j'ai eu la chance de photographier une porte vue de 3/4, dont le bord se replie vers l'intérieur de la luminosité, et qui me permet de voir ce qu'il se trouve sur la face cachée en général. En compulsant mes archives photos, il a bien fallu que je me rende à cette évidence. La plupart de ces objets ont cette particularité. Et comme pour tous les témoins, j'ai souvent été trompé par cette forte luminosité, ici, croisant la route d'un Foo Fighter. Bien sûr, il existe des objets sphériques, mais qui peuvent à volonté changer de forme. Revenons à notre étude, pour comprendre comment ça fonctionne. Je fais très souvent des améliorations de deux façons différentes, qui montrent souvent deux aspects du même objet. C'est la mise au point très fine qui fera apparaître des détails invisibles au premier abord, mais du coup cachera ce qui est déjà visible. Cette série de photos montre l'objet se contorsionnant. Bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur ce qui peut passer pour des bougies. Je préfère m'étendre sur celle-ci, qui montre un dédoublement de l'objet qui ici apparaît bien sphérique. C'est juste magique. Mais ici, sur la photo non retouchée, l'objet reprend la forme du début. En fait, c'est ce que je croyais, avant amélioration. Car en éclaircissant la photo, apparaît un objet sombre et nous voyons bien un échange entre les deux objets de sphéroïdes roses, au travers d'ouvertures bien distinctes. Je ne vous dirai pas ce que ça m'a inspiré. Chacun d'entre vous y verra une réalité qui vous est propre. Lors du montage de ce reportage, je me suis retrouvé un peu bloqué par l'ordre dans lequel il me fallait vous montrer ou pas certaines images. Mais le 28 juin 2022 est passé au-dessus de moi un de ces objets brillants, zigzagant jusqu'à s'immobiliser sur ma maison. Je vais prendre à main levée une vidéo et quelques photos de ce phénomène, mignon, hein. ce qui donne ces bougies. C'était trop loin. C'est vrai que c'est loin, comme si l'objet s'adaptait par rapport aux possibilités de mon APN. Mais juste avant de faire cette vidéo, j'ai réalisé 4 photos à main levée. Malgré tout ce qu'impliquent les photos à main levée, nous retrouvons bien le même objet. Et toujours cette faculté de voir tous les côtés de l'objet en même temps. Bref, que du déjà vu jusque-là. Mais juste après la prise vidéo, je vais prendre la dernière photo à main levée. Et c'est quand même étonnant ce que je vais découvrir. D'accord, c'est à main levée, donc c'est forcément du bouger. C'est ce que je me suis dit, bien sûr. Vous remarquerez que l'on voit bien à quel endroit s'est formée l'extension. Et je rajoute ici cette ouverture carrée que l'on retrouve à cet endroit, sur les autres prises de vue, quelle que soit la date. Ma femme m'a rejoint sur la terrasse. Je lui ai raconté l'arrivée de cet objet.
et en observant, elle me dit qu'il est en train de bouger. Nous n'avons pas la même vision, et elle perçoit mieux que moi les détails lointains. Je décide alors de monter mon APN sur trépied pour prendre en vidéo et photo cet objet. C'est vrai qu'avec un trépied, la prise de vue est de meilleure qualité. Sur cette séquence de 30 secondes, où je pose une loupe, le glissement latéral est bien visible. Si vous faites attention, vous remarquerez que le centre de l'objet est fixe par rapport à l'ensemble brillant qui n'arrête pas de muter. Le réglage de mon APN est fait manuellement. Le plus intéressant, ce sont les 3 photos prises juste après la vidéo et toujours sur trépied. Ici, c'est l'agrandissement des photos sans aucune retouche. L'objet dessous bleu prend la forme et la direction de l'objet principal. Pour analyser des photos, il faut tout prendre en compte. Ici, nous avons un temps d'exposition de 8 secondes, avec un déplacement latéral vers la droite. Donc, la partie de l'objet ajoutée de par sa position, ici c'est créé juste au début de la prise de vue, pour 1 seconde d'exposition. Il en est de même techniquement pour la photo suivante, mais l'ajout est arrivé au bout de 4 secondes d'exposition de par sa position. Idem pour la dernière photo, et cette fois-ci je peux situer l'ajout au bout de la première seconde. J'ai beau passer la vidéo au ralenti et en grossissant au maximum l'image, je ne vois à aucun moment de forme aboutie émerger pendant 1 seconde. Seulement des sphères noires entrer et sortir de cet objet. Alors, que faut-il en déduire? Qu'au bout de 6 ans, tous les objets photographiés montrent certains détails communs, qui permettent de s'assurer que ce sont bien les mêmes objets, mais chacun a une configuration qui leur est propre au moment même de la prise de vue. Mais surtout, m'a appris grâce à la qualité de ces images à me remettre en cause sur ce qu'on appelle les sphères, qui ne sont pas si sphériques que ça. Bon, il faut aussi prendre en compte qu'ils peuvent contrôler vos appareils de prise de vue, ou vouloir montrer un rébus que seul le témoin devra déchiffrer. Pour comprendre ce que je vais vous montrer maintenant, il suffit de regarder les différentes structures des satellites, du plus petit au plus gros. Un observateur ne voit qu'une boule lumineuse depuis le sol, pourtant la réalité est tout autre. Nous sommes le 17 avril 2020. Pendant 25 minutes, des objets lumineux vont défiler au-dessus de moi. Je ferai un reportage un jour sur ce cadeau qu'ils m'ont fait. Ici, c'est juste pour argumenter sur les différentes formes de ces objets. Comme vous pouvez le voir dans la fiche technique, je prends en grand angle et avec une ouverture de 2,8. Quand on connaît les particularités invariables de ces objets inconnus, c'est beaucoup plus facile de les identifier sur les photos. Bien que je n'ai pas à le faire, vous pouvez ici comparer la formation de satellites Starlink et une de mes prises de vue où les objets sont dispersés et plus nombreux à cet instant T. Je vais juste m'intéresser à cette photo où beaucoup d'objets sont concentrés sur une petite zone. Ce que vous voyez là est le résultat de la photo, mais pas du tout ce que je vois à ce moment précis. Ce que je vois, c'est ça. Imaginez ma stupeur. J'ai eu l'impression que c'était enfin le jour de la grande divulgation. Mais non, c'était encore un de leurs cadeaux, sous forme de satané rébus. En s'intéressant à cette partie de la photo, nous retrouvons des objets que nous avons déjà vus auparavant. Je vous en montre 3, juste pour le fun. Il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. Je suis allé beaucoup plus loin dans cette étude. Comme vous le remarquerez, il y a énormément d'objets que les gens, n'ayant pas l'expérience du mode d'opération de ces objets, ont systématiquement catalogués dans une catégorie comme les poussières, pollen, diffraction sur un environnement humide. Mais si nous agrandissons les images, alors apparaît une autre réalité, celui de l'invisibilité. Entrant et sortant d'une sorte de cocon,
de forme sphérique. Dans cette partie de photo, c'est criant de vérité. À droite, nous retrouvons l'objet premier de ce reportage, et à gauche, une grosse poussière accouchant d'un de ces objets. L'étude de ces objets n'aurait pas été complète si je ne montrais pas comment ils font pour se camoufler en quelques secondes. Voici donc un de ces objets à forme si particulière. En se déformant, il provoque une sorte de brume ici à sa base. La brume remonte tout le long de l'objet, la recouvrant de plus en plus et rendant les contours de l'objet en contact de plus en plus flous, pour finir par l'englober presque complètement, car ici nous voyons sur tout le pourtour l'objet complètement distendu. Avec ce que je viens de vous montrer, il est normal que je vous rappelle le reportage que j'avais édité en fin 2018 sur une expérience destinée à montrer la réalité des polymorphes. L'expérience était de filmer ce que je photographiais pour prouver cette réalité. Le résultat montrait que ces objets étaient identiques aux objets inconnus traités ici, avec le même mode d'opération. Du fait de la différence de taille entre eux, je suppose qu'ils n'ont pas les mêmes champs d'investigation. Mais je préfère revenir au sujet principal et finir ce reportage sur les boules qui gravitent autour et dans ces objets. Il n'y a pas que des objets sphériques qui entrent et sortent de cet objet pour l'améliorer. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous sommes le 23 juillet 2018 et cet événement se passe en plein jour. Je ne me rappelle pas la raison pour laquelle j'ai en main mon APN. Le temps de me mettre en mode vidéo, je vais capturer ceci. Je sais bien que c'est une prise de vue faite à l'arrache, mais si je l'ai faite, c'est à cause de la vélocité de cet objet. Bien que mon appareil va se défocaliser pour de nouveau se refocaliser, je vais pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant. Je vais trouver deux images acceptables montrant que cet objet tourne sur lui-même, larguant au passage nombre de boules. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que je vais pouvoir faire 3 photos d'affilée après la vidéo, et je ne sais toujours pas comment j'ai pu le faire. Pour rappel, l'objet vient d'entrer dans un nuage. C'est vrai que l'on sent ici que la prise de vue n'est pas bien focalisée, mais quand même laisse transparaître des détails. Par contre, la deuxième photo montre l'objet complètement environné de boules brillantes. Et la troisième montre que les boules brillantes sont devenues noires pour la plupart. Bien sûr, cette vidéo et ces photos ne sont pas là pour prouver l'existence de prétendus ovnis, mais bien de l'action des boules gravitant sans cesse autour de ces objets-là. Quoique, en comparant les images vidéo et les photos, j'ai fini par trouver un intrus. Les objets inconnus analysés dans ce reportage proviennent bien de quelque part, non ? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce reportage. Alors, quelles sont mes conclusions ? En prenant appui sur cette photo, je dirais que ces objets s'enveloppent d'une membrane souple, permettant la cohésion de l'ensemble, de se rendre invisible, et qui donne le plus souvent cette impression de photo floue, même avec le meilleur appareil de prise de vue. Sur cette photo, il est facile de comprendre que des objets tubulaires sont en action constante par rapport avec le mode de fonctionnement de ces objets. La partie orangée est visible uniquement parce qu'ils ont rendu translucide la membrane à cet endroit, pour que je puisse voir ce qu'il se passait dessous, et ce sera la seule fois en 6 ans qu'ils le feront. Il s'avère que la membrane permet la création d'ouvertures modulaires en fonction des objets qui entrent et sortent de cette structure. Il existe quand même un invariable, quant à la présence d'une ouverture circulaire dans un carré présent au sommet.
Du fait de la forte luminosité, même si elle paraît douce au témoin, l'objet par absence de connaissance sera attribué à une sphère. Alors que l'étude des photos montre que ces objets sont plutôt plats. Cette analyse est corroborée par les prises de vue de ces 6 dernières années. Une fois que l'on sait quoi chercher, c'est facile. C'est encore plus manifeste ici. La forme de l'objet est bien distincte. Ici, du fait, semble-t-il, parce qu'il aurait utilisé sa membrane pour créer cette illusion. Nous pouvons facilement être trompés sur la forme réelle de ces objets, par l'adjonction de modules bien sphériques qui rend tout sphérique. Il est évident qu'il va falloir prendre plus de temps avant de certifier que telle ou telle photo a subi une défocalisation, car il se pourrait qu'il s'agisse plutôt d'un mode de camouflage, leur permettant de se reproduire à l'infini, sous différentes formes, sans être vus. Mais comment se fait-il que l'on arrive à voir tous les côtés en même temps sans que l'objet soit conique? La réponse est peut-être dans l'œuvre d'Escher, le maître de l'illusion graphique. Chaque morceau est bien réel, mais mis bout à bout, offrant une illusion. Il se pourrait donc que chaque côté de ces objets fonctionne dans leur propre réalité physique, créant ainsi un objet changeant constamment de forme, au gré de l'utilité attendue, car ce sont bien des outils, rien d'autre, mais avec une IA du niveau de la conscience. J'espère que ce reportage vous aura apporté autant de réponses que de nouvelles questions sur ces drôles d'engins inconnus. Même s'ils nous font prendre des vessies pour des lanternes. Mais l'aventure n'est pas finie. La prochaine fois, je vous emmènerai dans un monde encore plus fantastique. Alors à bientôt.